comme tout pour avoir la meilleure bande passante. Monsieur, faudra qu'on prenne en note ou vous donnerez Oui, un oui. Non, faut tout prendre en note là, pour le coup. Donc là, ça sera vraiment comme un cours au tableau. Monsieur, excusez-moi. Il finit à quelle heure Comme c'est marqué sur l'emploi du temps, non? vous, parce que parfois c'est 15h30 ou 15h, on sait pas. Parce qu'on a colle à 15h, c'est pour ça. C'était pour savoir si ça matchait ou pas. S'il y a une colle à 15h, ce sera 15h. Hein. Ok. Bon, à 15h10, c'est un peu décalé, quoi. D'accord. Il manque des personnes connectées. Mais sur le live. Hein. Il y a que 44 personnes. « 46. Non, plus qu'une. Thomas, tu peux te mute, s'il te plaît. 47. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, on va... Enfin, pas aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, on va être sur plusieurs... Enfin, sur 2 journées différentes. On va donc faire un chapitre de chimie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a déjà fait avant. C'est-à-dire, on va faire plutôt de la cinétique chimique. Donc, enfin, ce cours, vous allez compléter l'année prochaine. Alors, attendez. C'est bon. Vous allez compléter l'année prochaine avec ce qu'on appelle les courbes d'intensité potentielle. Donc là, c'est pas non plus un truc d'introduction, mais on va vous donner quelques outils pour étudier ce qu'on appelle la cinétique chimique. Donc, pour le coup, c'est à entre guillemets opposé à la thermodynamique. C'est-à-dire que autant la thermodynamique va vous prédire quel est l'état le plus stable, d'accord? Mais c'est pas forcément l'état que l'on va observer en pratique, parce qu'il y a une question de cinétique, c'est-à-dire de vitesse de réaction, de temps de réaction, d'accord? Donc, il y a des choses que la thermodynamique prédit que en réalité on ne voit pas. On voit d'autres réactions qui apparaissent plus tôt, et inversement, d'accord? Donc, pour le coup, la cinétique va vraiment être complémentaire de la thermodynamique. La thermodynamique, vous pouvez peut-être noter, donc la thermodynamique, ça va vous prédire les réactions qui vont former des espèces les plus stables. Enfin, là où vous aurez plus de chance, mais s'il n'y avait pas de problème de cinétique, en tout cas, l'état final serait composé par ce que vous avez fait en thermodynamique. Par contre, la cinétique, elle, peut vous donner une observation qui est différente. Parce que justement, certaines réactions, les réactions les plus stables, prévues thermodynamiquement, ne sont pas forcément les réactions les plus rapides. Donc on va essayer de voir dans ce chapitre-là comment quantifier les vitesses de réaction. D'accord. Alors bien entendu, ce ne seront pas des vitesses comme la vitesse en mécanique ou autre. Hein. Ça, on va adapter tout ça. Et après, on va voir quels sont les facteurs qui peuvent notamment influencer la cinétique d'une réaction, même si vous avez, il me semble, déjà un peu étudié tout ça, mais pas forcément d'un point de vue mathématique. Donc, on va commencer par un grand 1, qui est donc, on va mettre les bases, qui sont les bases de la cinétique chimique. Et on va commencer par un petit 1, qui va être, alors, on va introduire de façon générale un système, d'accord? Système étudié. Donc déjà, dans un premier temps, encore une fois, là, on va s'intéresser aux systèmes qui vont être fermés, d'accord, et homogènes. Homogène dans le sens une seule phase, pas de problème. Sinon, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Donc, et on s'intéressera qu'aux transformations isochores. Ce qu'on a déjà fait, l'isochore, hein, ça veut dire que le volume est constant. Et pour plus de simplicité, et on verra après comment ça peut influer sur le résultat, on va s'intéresser aux transformations aussi
isotherme, donc température constante. Après, on sait bien que la température influe sur la cinétique, mais on verra donc à quel point. Alors, en pratique, une équation chimique, par exemple, peut s'écrire d'un point de vue purement formel sous la forme A1A1 plus A2A2 est égal à A3A3 plus A4A4. Où les AI sont les espèces chimiques et les AI sont les coefficients stoichiométriques. Je mettrai aussi de toute façon, Ewan, il enregistre et vous mettra la vidéo pour les commentaires, mais je vous mettrai aussi ce cours-là écrit sur tablette sur la Dropbox. Alors, donc, pour le coup, vous voyez que, alors j'ai mis que 4 espèces, hein, on aurait pu mettre une infinité. Pour le coup, on a déjà vu, il me semble, cette notation. Ce type d'équation, on va plutôt l'écrire sous la somme des, I étant différentes espèces de votre problème, les nu I à I égale à 0. Ça va être votre équation. Alors, bien entendu, en fait, c'est comme si, par exemple, on faisait passer les termes. Alors, il y a deux choix possibles de convention. Soit on fait passer les produits du côté des réactifs, alors ils auront des signes moins devant. Soit on fait passer les réactifs du côté des produits. D'accord ? Donc en fait, l'équation qu'on choisit plutôt, c'est plutôt de faire les réactifs qu'on fait passer du côté du produit. C'est-à-dire que les nu I, regardez les nu I, ils vont valoir plus les AI pour les produits et nu I égale moins AI pour les réactifs. C'est-à-dire que en gros, c'est pas la relation, l'équation A1, A2, A2, etc. qu'on regarde. En fait, c'est plutôt A3, A3 plus A4, A4 moins A1, A1 moins A2, A2. Alors attention, il s'agit d'un quelque chose de purement formel. Hein. D'accord ? C'est-à-dire que vous savez que on peut pas avoir une réaction chimique avec des moins d'un côté. Hein, ça a aucun sens parce que d'ailleurs, d'un point de vue, ce égal qui est ici, c'est pas un égal mathématique. Hein, d'accord ? Vous avez vu que en réalité, ce égal, plutôt deux flèches orientées dans des sens différents. Ce n'est pas un égal mathématique. Là, pour le coup, on considère que c'est un égal mathématique juste pour avoir quelque chose de purement formel, c'est-à-dire de purement général, sans à distinguer est-ce qu'il y a plus de produits, plus de réactifs, etc. D'où l'utilisation de cette formule-là. Alors, donc la seule chose qu'il faut retenir, c'est justement, je vais mettre peut-être en rouge, c'est justement que ces coefficients stoichiométriques vont être positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs. Voilà l'équation mathématique sur laquelle on se base pour pouvoir faire ça. Alors, je vais marquer un petit 2, le temps, parce qu'après j'ai changé de page. Donc, petit 2. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle à la vitesse associée. Je vais peut-être mettre au pluriel, oui. Vitesse associée à une réaction chimique. Et petit a, on va commencer par c'est d'un produit, vitesse volumique de formation d'un produit. Alors là, toute cette partie-là, enfin la partie petit 2, va être de voir comment on peut introduire, et les problèmes d'introduire, une vitesse de réaction. Qu'est-ce qu'on choisit comme vitesse de réaction ? Est-ce qu'on choisit la vitesse de disparition d'un réactif, par exemple, ou la vitesse de formation d'un produit ? A priori, je dirais purement formellement, il n'y a aucun moyen. Enfin, a priori, ces vitesses que je viens de vous dicter là sont totalement différentes. Enfin, il n'y a aucune raison que la vitesse de disparition d'un produit soit la même que la vitesse de formation d'un produit. D'accord ? Vous pouvez imaginer, par exemple, une vitesse de disparition pour une molécule diatomique et la vitesse de formation d'une molécule qui contient énormément
d'éléments chimiques. Alors, hop, je vais changer de page. Donc, si on reprend, alors je vais renoter là pour cette page la réaction chimique qu'on a définie juste avant. Donc la somme B nu I A I est égale à 0. D'accord. La définition qu'on choisit pour un produit, on va mettre par définition. D'accord. C'est comme ça qu'on a voulu, si vous voulez, quantifier cette notion de vitesse de réaction. Donc vitesse pour un produit, donc la vitesse de formation d'un produit, je vais mettre d'un composant AI, c'est plus 1 sur, alors ça c'est parce qu'on veut ramener en volume, d'accord, fois la dérivée, forcément la dérivée temporelle va forcément apparaître, hein, c'est une notion de vitesse quand même par rapport au temps, fois la quantité de matière qui d'ailleurs varie au cours du temps. Est-ce que vous, en niveau taille, c'est bon ou je zoome? Non, c'est bon. Parfait. Okay. Donc d'ailleurs, donc ça c'est une première définition, d'accord. D'ailleurs, l'unité, attention, ce sont des moles par litre par seconde. Faites attention déjà à ce litre par litre, d'accord. Enfin, mol par litre. Pourquoi je mets mol par litre? Parce que souvent les concentrations elles sont en mol par litre, d'accord. Donc, mais en unité ici, faites attention que si à un moment on vous donne en mètres cubes, etc., qu'il faut vraiment faire attention et faire les conversions qu'il faut. Alors, cette notion de vitesse de formation, vous allez l'utiliser, mais il y a plus général, parce que je vous rappelle que l'une des hypothèses qu'on a choisi au départ, c'est de travailler à volume constant. Donc, le 1 sur V, on peut le rentrer dans la dérivée, et vous voyez que la vitesse de formation d'un produit, d'accord, ça va être plus la dérivée par rapport au temps de la quantité de matière sur le volume, et notamment la dérivée de la concentration de ce produit. Et ça, par définition, vu que c'est un produit, donc la concentration ne va faire qu'augmenter au cours du temps, donc cette concentration, cette vitesse va être positive. D'accord? Donc c'est plutôt, c'est pas celle-là directement, vous allez voir qu'on va utiliser une formule plus générale. Alors, maintenant, petit b, on va faire la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Alors, là aussi, pour les mêmes hypothèses qu'avant, quelle va être la différence d'après vous si on s'intéresse à un réactif plutôt qu'à un produit? Bah, le signe. Voilà, c'est simplement le signe. C'est juste le signe. Donc la vitesse de disparition d'un réactif AI, ça va être moins 1 sur V fois la dérivée de la quantité de matière de ce réactif, d'accord, qu'on peut réécrire là encore une fois pour les mêmes raisons qu'avant, moins la dérivée de la concentration. Et ça, par définition, elle est positive, négative, pardon. Non. Elle est positive, pardon, cette vitesse. Je dis une bêtise. Elle est positive, car la concentration au cours du temps diminue pour un réactif, pardon. Donc, à cause du signe moins, on a quelque chose qui va donc être positif. Alors, donc, je vous laisse un peu de temps pour tout noter parce que je vais passer. Ça devrait aller comme ça en fait. Hop. Donc, on a des vitesses de disparition et d'apparition d'entités chimiques. Alors, maintenant, petit c, on va voir quel est le problème de cette définition. Donc, maintenant, la question, comme je vous dis initiale,
et de voir comment on peut définir non pas la vitesse volumique d'apparition ou de disparition d'un réactif ou d'un produit, mais réellement la vitesse volumique d'une réaction. D'accord? Propre à la réaction et pas propre à un réactif. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, c'est que par exemple, on va partir d'un exemple de l'oxydation du monoxyde monoxyde d'azote. On va avoir cette réaction-là. D'accord? Alors, attention, c'est vrai que je l'ai pas dit. Pour le coup, ici, c'est l'un des seuls chapitres où on va parler de concentration de gaz. D'accord? C'est vraiment le seul chapitre. C'est-à-dire que s'il fallait faire les choses proprement, vous voyez qu'on aurait un problème en parlant de concentration ici, mais on passe pas par l'activité. Donc, pour le coup, faut pas s'étonner à un moment qu'on parle de concentration d'un gaz ici dans le problème. Alors, imaginons que l'état initial soit, je sais pas, N0, N1 et 0. Imaginons qu'on en ait ça. Et que l'état final, d'un point de vue thermodynamique, ça soit ça, donc xi étant l'avancement, et de xi. Alors, qu'est-ce que ça induit comme vitesse? Alors, vu que le monoxyde d'azote est un réactif, sa vitesse volumique de disparition, ça va être moins 1 sur V fois la dérivée de quoi? Fois la dérivée de N0 moins 2 xi de T. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que cette vitesse-là s'écrit, alors je vais juste passer un petit peu sur le côté. Hop, non. Voilà. C'est 2 sur V fois dxi sur dt. Maintenant, si je fais pareil pour le dioxygène, vous avez donc moins 1 sur V fois la dérivée de la quantité de matière au cours du temps du dioxygène. D'ailleurs, j'ai peut-être fait une erreur. Ce n'est pas l'état final, mais c'est plutôt un état intermédiaire. Sinon, ça pourrait pas dépendre du temps. Donc, ça ferait N1 moins xi de T. Et donc, ça fait 1 sur V fois dxi sur dt. Et pour finir, la vitesse d'apparition de NO2, ça serait plus 1 sur V fois la dérivée par rapport au temps de 2 xi de T, c'est-à-dire 2 sur V dxi sur dt. Donc vous voyez, ici, on a un problème, c'est qu'on a 3 vitesses de réaction, alors qui sont proportionnelles. Et donc, par contre, on voit que ça ne caractérise pas correctement la vitesse, là j'insiste sur le mot la vitesse, de la réaction. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir définir la vitesse de la réaction? Peu importe le produit ou le réactif que je regarde. On calcule la plus grande et on prend la plus grande. Non, parce que justement, après oui, enfin, je peux comprendre ce que tu dis, mais la plus grande par rapport, enfin, ça veut pas dire grand-chose, parce que l'état final va être le même pour tout le monde. Ah non, c'est des vitesses. Non, du coup, je voulais dire la plus petite, mais en gros, celle qui met plus de temps à se faire. Oui, mais à un moment, ce que je veux dire, vous partez du même point de départ pour arriver au même point d'arrivée. Ouais. Donc, pour le coup, tu vas pas définir la vitesse de la réaction. Ouais. Il faut que ça soit la même valeur pour tout le monde. Ouais. Donc, Alexandre dit la plus petite, et ici, on prend quoi? J'ai pas compris. Alors, comment on pourrait faire?
pour toujours garder cette même définition, attention, je vous demande pas comment on peut faire. Non, ce que je veux dire, c'est que, en gros, en fait, le problème de ça, c'est que vous ne pourrez pas savoir qui est la plus petite ou la plus grande avant de faire vos calculs. Là, on aimerait bien avoir une définition pour pouvoir définir la vitesse de la réaction, peu importe l'entité chimique que l'on regarde, que ce soit un réactif ou un produit. Mais pareil, une moyenne pondérée, on pourrait en soi, je comprends, mais là encore, ça nécessite énormément de calculs. Ça pourrait être la seule chose qu'on pourrait faire pour essayer de ramener toutes ces vitesses, ces trois vitesses-là, à la même valeur. On peut diviser par les coefficients stoichiométriques, non? Voilà, on ramène par rapport au coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire que, par exemple, vu que le coefficient stoichiométrique, ces facteurs-là, ces facteurs 2 et 2 sont liés à ces facteurs 2 et 2. D'accord? Donc, pour le coup, ce qu'on fait, c'est que on va définir la vitesse de la réaction. Donc, définition. On définit la vitesse volumique de la réaction. Alors, par exemple, somme des nu i à i égale à 0 par la vitesse. Donc là, j'ai même plus besoin de spécifier l'espèce que je regarde. Parce que j'ai pas besoin de mettre V indice I, puisque c'est la vitesse de la réaction. 1 sur les nu I, dérivé de NI par rapport au temps. Qui revient, vu que le volume est constant, à ramener toutes les vitesses qu'on a calculées en divisant le tout par le coefficient stoichiométrique de l'espèce que l'on regarde. Et vous voyez bien que pour le coup, si je reprends l'exemple précédent, si je divise chaque vitesse que j'ai obtenue par leur coefficient stoichiométrique, vous voyez que on va obtenir la même expression. Donc par exemple, en faisant pour le coup, je vais pas le faire à la main, vous voyez bien que si je divise par 2 celle où il y a un 2, je vais obtenir la même expression qui est 1 sur V fois la dérivée de xi par rapport au temps. Donc là, on a défini la vitesse de la réaction. Alors maintenant, autre point important, ce qu'on va appeler la loi de vitesse, et notamment, on va introduire l'ordre de réaction. En faisant les expériences, donc par exemple, alors pour simplifier, on prend A1R1. Donc d'ailleurs, je reviens juste un peu avant. Ça veut dire qu'avec cette définition de la vitesse de réaction, vous pouvez prendre n'importe quelle espèce de l'équation chimique et n'étudier que celle-là, et vous aurez comme ça la vitesse de la réaction. D'accord? Alors par exemple, imaginons que j'ai ça. Imaginons que l'on prenne cette réaction. Expérimentalement, d'accord, c'est bien expérimental, on a remarqué que à température fixée, de toute façon c'est l'hypothèse de départ, à température fixée, pour certaines réactions chimiques, en fait on a fait l'expérience, on a mesuré cette vitesse et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de points communs entre ces vitesses de réaction, d'accord. Pour certaines équations chimiques, en fait, on peut montrer que la vitesse volumique de réaction peut s'écrire. Alors attention, c'est pas une généralité, hein, d'accord. Je vais vous donner quelques cas. Peut s'écrire V est égal à une constante K, d'accord, fois la concentration de R1 fois Q1 fois la concentration de R2 fois Q2. Enfin, puissance Q2, pardon. Donc en fait, en faisant les différentes expériences, on s'est rendu compte que très souvent, la vitesse pouvait s'exprimer sous une forme assez simple d'un produit des concentrations des réactifs à une certaine puissance. Alors attention, on peut déjà le mettre et je vais le remarquer.
remarque, a priori, Q1 est différent de A1 et Q2 différent de A2, hein, d'accord? Q1 et Q2 n'ont pas forcément de lien, n'ont en général pas de lien avec les coefficients stoichiométriques A1 et A2. Ce sont des on va leur donner une définition. D'accord? Donc attention. Certaines réactions chimiques. Toutes les réactions chimiques ne peuvent pas s'écrire sous cette forme-là. Alors, d'un point de vue définition, est-ce que je peux changer de page? Alors attendez, non, je peux faire comme ça. D'un point de vue définition, d'accord? K, c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse. Alors, quelle est la dimension? Sa dimension? Est-ce que c'est une dimension propre? Enfin, invariante, on va dire. Ça dépend de Q1 et Q2. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on pourrait utiliser, c'est en mol Q1 seconde par Q1, enfin, ou etc. Mais dans l'idée, sa dimension, vous pouvez noter, dépend de Q1 et Q2. Donc deuxième définition. Alors attention, la remarque, je l'ai mis peut-être en remarque sur le côté, mais elle est importante, hein. C'est un piège dans lequel vous tombez assez souvent. Q1 et Q2, c'est ce qu'on appelle des ordres partiels. Alors, on pourrait mettre ordre partiel par rapport à R1 et R2 respectivement. D'accord? Et ce qui va vraiment être important, c'est la somme des deux. C'est ce qu'on va appeler l'ordre global. Ou l'ordre, des fois vous pouvez juste avoir l'ordre tout court. L'ordre global de la réaction. D'accord? Donc c'est surtout Q qui va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous voyez bien que plus les facteurs Q1 et Q2 vont être élevés, plus la vitesse va varier par rapport aux réactifs, à la concentration des réactifs R1 et R2. Donc connaître l'ordre de la réaction, l'ordre global de la réaction, c'est l'élément avec la constante de vitesse, les éléments centraux du problème. En général, tous les exercices tournent autour de ça. Donc par exemple, alors pour vous donner quelques exemples, alors pour le coup, vous pouvez pas savoir a priori à l'avance quelle est la réaction qui peut s'écrire sous cette forme-là et qui ne peut pas s'écrire sous cette forme-là. D'accord? C'est l'expérience qui va vous le dire. Donc, si je reprends l'exemple, non, je vais choisir un autre exemple, oui. Imaginons que je choisisse cette réaction-là. Imaginons qu'on trouve cette chose-là. Expérimentalement, on montre que la vitesse de la réaction au cours du temps, d'accord, suit la loi K fois NO2 au carré. C'est tout. Ça dépend pas de la concentration du monoxyde de carbone, mais c'est simplement au carré de la concentration de NO2. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, quand c'est au carré, vous voyez bien que l'ordre global ici, Q, ça va être 2, qui est aussi l'ordre partiel, d'accord? C'est ce qu'on appelle une réaction d'ordre 2. D'accord? Si vous aviez un 3, c'est d'ordre 3, d'ordre 4, etc. Donc, une réaction d'ordre 2, alors d'ordre 2, peut-être distinguer en NO2 et d'ordre 0 en CO.
Et donc, ça fait une réaction qui est ordre global 2. 2 plus 0 égale, on va mettre spécifié. Alors, un autre exemple typique que vous pouvez trouver dans les livres, hein. On n'invente pas celui-là, mais c'est souvent celui qu'on donne. Par exemple, quand vous prenez la réaction simple entre le dibrome, donc le dibrome gazeux, avec du dihydrogène, et on a du bromure d'hydrogène, qui est un gaz aussi. Expérimentalement, on peut montrer que la vitesse s'écrit sous la forme K fois la concentration en H2, fois la concentration en dibrome puissance 1,5, d'accord? Donc déjà, on n'a pas forcément des entiers, et divisé par 1 plus la concentration de HBr sur, j'ai mis quoi? Sur, il y a un facteur numérique, j'ai mis M pour la concentration en Br2. Non, je vais pas mettre M pour pas vous simplifier, pour pas vous embêter. Donc, vous voyez que cette réaction-là ne peut pas s'écrire comme un simple produit avec des différentes puissances. Et d'ailleurs, c'est une vitesse qui dépend aussi de la concentration du produit créé. Ça, quand on peut pas l'écrire sous la forme de la définition, on dit que la réaction n'admet pas d'ordre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'écrire sous la forme qu'on a dite juste avant. Donc un exemple, voilà, c'est pour vous dire que toutes les réactions ne peuvent pas s'écrire sous cette forme-là. Et ce n'est que expérimentalement, je le répète, hein, d'accord, vous n'avez aucun moyen de savoir à l'avance, hormis par habitude, c'est-à-dire vous avez déjà vu cette équation. Qu'on peut l'écrire sous la forme d'un produit, comme dans la définition. Alors, on va voir les différents types de méthodes. Alors, si on a le temps cette année à faire un TP de cinétique, mais attendez, hop, je peux passer. Pardon. Ouais. Thomas. Attends, il y avait Thomas avant. Ouais. Est-ce qu'en pratique, il y aura des fois où on nous donnera la dimension de 4 pour qu'on trouve Q1 et Q2 ou pas? Connaissant la dimension de K, bah pas forcément parce que parce que tu vois par exemple, si il y a des moles carrés par litre carré, ça peut être soit Q1 égale à 2 et Q2 égale à 0, mais ça peut être aussi Q1 égale à 1 et Q2 égale à 1. Oui, mais du coup, on peut trouver Q comme ça au moins. Non, en fait, ça va surtout vous aider à déterminer, à vérifier votre résultat en fait. Mais très souvent, à l'écrit, on va vous demander, on vous donnera pas la dimension de K, l'unité ou la dimension de K, ce sera à vous de la mettre. Merci. Vincent? Oui, je comprends pas quand vous arrivez à la dernière formule que vous avez trouvée. Celle-là, hein? Celle-là? Oui, oui, oui. Ah ben, j'ai rien trouvé, c'est expérimentalement. Ah, ok, ok. Non, même celle-là, hein. Même celle-là, elle est expérimentale, hein. Ok. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a fait avant, on n'a aucun moyen de savoir que la vitesse de réaction va être sous cette forme, hein. D'accord. Je répète, c'est que l'expérience. Alors, rapidement, petit 4. Les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes de suivi cinétique. Vous avez déjà fait des TP de cinétique l'année dernière? Au lycée? Non? Oui? Bon, ça dépend des enseignants, mais... donc, alors, il existe plusieurs méthodes. Ce qu'on appelle d'abord, dans un premier temps, des méthodes physiques, qui reposent sur des navets. Pour toi ou pour les élèves de la classe ou pour avec des réels navets? Ils sont vraiment chelous, les gens de peau, quand même. Oui, non, mais je rigole, hein. Oui, avec des catalyseurs. En général, le navet, ça peut être utilisé en catalyseur.
Alors, oui, on est co-responsable. C'est pour ça que vous détruisez pour boire de la bière, quoi. Alors, méthode physique. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme méthode physique, alors que vous connaissez, hein, on peut faire par conductimétrie. D'accord. Alors, la condition pour que ça marche, il faut avoir un réactif, qui conduit l'électricité. On peut le faire aussi par spectrophotométrie. Vous avez peut-être fait, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'absorbance au cours du temps. Alors, autre méthode, plutôt les méthodes chimiques cette fois-ci. Un titrage. Par titrage, d'accord? C'est-à-dire au cours du temps, on va extraire une quantité, on va la titrer. Comme ça, on va pouvoir connaître à cet instant la concentration de l'espèce. Alors la difficulté de cette chose-là, comme n'importe quelle, alors c'est quand même l'expérience qui dure le plus longtemps, le titrage, c'est que le temps de faire tout le titrage, il va y avoir un certain temps, donc vous n'êtes pas sûr que la concentration au moment que vous avez prélevé l'espèce à titrer, que après les calculs, au moment où vous allez la titrer, ça va être la bonne valeur, parce que il y aura un certain temps qui va s'écouler, le temps de préparer tout ça. Donc en général, ce qu'on fait, c'est on réalise une trempe. C'est-à-dire on prélève l'espèce, on la refroidit d'un coup. Pourquoi? Parce que on verra que la température, plus la température est basse, plus la cinétique est basse. D'accord? Donc on fige, si vous voulez, par le froid. Donc connaissant toutes ces espèces, donc par toutes ces méthodes, on remonte à une espèce, à la concentration de l'espèce au cours du temps. Donc après, connaissant son volume, je peux en déduire, connaissant son coefficient stoichiométrique, je peux en déduire la vitesse. D'accord? On remonte à puis à la vitesse de la réaction. Sans faire d'hypothèse, hein, attention, je ne fais aucune hypothèse sur l'ordre de la réaction. Je reprends simplement les définitions. Oui, j'ai mis AI. Bon, on va laisser AI. On va mettre AI. Donc ça, c'est une définition qui marche tout le temps. Par contre, le coup d'avant, mettre sous forme d'un produit avec un QD, ça marche pas tout le temps. Donc là, on verra en exercice les différentes méthodes qu'on peut faire. D'accord? C'est-à-dire que après, vous avez une courbe pour la vitesse. Après, la question est de savoir, il faut essayer de voir si est-ce que c'est plus quelque chose en produit ou pas du tout. Donc, il faut faire des tests. Donc, on verra dans les exercices quels sont les différents tests qu'on peut faire. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, vraiment ce qui est à peu près central dans comment ça s'appelle, dans les exercices, d'accord? C'est justement établir les expressions des vitesses au cours du temps. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Donc, en général, 3. On va commencer. Attendez, je regarde juste grand 2. On va s'intéresser à déterminer un ordre de réaction. D'ailleurs, on pourra aussi déterminer la constante de vitesse par ces méthodes, hein. Alors, la première méthode, qui est, entre guillemets, que vous allez être plus à l'aise, on appelle la méthode intégrale, qui est une méthode mathématique, en gros. Donc, cette méthode-là, alors, elle est pas tout le temps utilisée, puisqu'elle prend du temps, et puis vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc, cette méthode, l'hypothèse de base, c'est quoi? On suppose un ordre global. En général, vous, au programme, l'ordre 0, 1 ou 2. Alors, on verra que vous allez vite comprendre que dès qu'on connaît l'ordre 2, on sait faire l'ordre. Donc,
Donc, on suppose un ordre global de la réaction et on calcule à la main V de T, d'accord, la partie théorique, et on compare avec les résultats d'expérience. Alors, vous allez voir que après, avec ça, on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, on va commencer par petit a, faire le calcul théorique d'une réaction d'ordre 0. Quoique, attendez, si vous avez un peu de place, je vais juste décaler ça. Je vais mettre plutôt remarque dans cette partie-là, on supposera que la vitesse peut s'écrire sous la forme K fois un seul réactif à puissance Q. D'accord? Et pas de double réactif. Il n'y a pas, c'est vraiment cette forme-là. On vous expliquera après comment on peut expérimentalement se ramener toujours à ça, même si la vitesse réelle, c'est comme celle de la définition. C'est-à-dire K fois la concentration de puissance Q1 fois la concentration d'une autre espèce fois puissance Q2, etc. D'accord? On verra comment on peut toujours, en tout cas, quand on vérifie la définition, comment on peut se ramener toujours à ça. D'accord? Ce sera la dernière partie de la méthode intégrée. Alors, petit a, réaction d'ordre 0. Alors, donc on va considérer simplement, par exemple, on considère, pour l'exemple, la réaction, je sais pas, A fois le réactif qui donne B fois un produit. Bon, on s'en moque le nombre de produits que ça peut créer, mais ce qui est intéressant, c'est un seul réactif pour notre cas. Comme je vous l'ai dit, on verra à la fin comment on peut toujours se ramener à ça. Alors, si ordre 0, comment s'écrit dans un premier temps la définition de la vitesse de disparition du réactif? C'est moins A sur A fois la dérivée de la concentration par rapport au temps. Ça, c'est la définition, d'accord? Ça, c'est pas le fait d'être en ordre 0. Le fait que c'est en ordre 0, ça va apparaître ici, va pouvoir s'écrire sous la forme K fois la concentration du réactif, et l'ordre 0, c'est puissance 0. C'est-à-dire, simplement, K. Donc, dans ce cas-là, quelle équation mathématique on obtient? On obtient que la dérivée de R par rapport au temps, c'est moins K fois A. Et donc, pour finir, ça veut dire que R de T, à quelle forme? On a une dérivée qui égale une constante, donc à moins K fois A fois le temps, plus une constante qui est la concentration de R à l'instant initial. Donc si la réaction est d'ordre 0, par rapport à un seul réactif et pas par rapport à d'autres, la concentration du réactif doit suivre exactement cette loi. Donc, si ordre 0, imaginons donc vous avez un tableau de valeurs qui concentre toutes les concentrations R de T en fonction du temps. Si ça vérifie cette loi-là, quelle courbe il faudrait tracer pour vérifier qu'on a bien un ordre 0? On doit tracer quoi en fonction de quoi? Et qu'est-ce qu'on doit obtenir? Voilà. Alors, on doit tracer une droite. On doit obtenir une droite. Donc, on doit tracer. On trace
R en fonction du temps, d'accord? Et on obtient une droite, une fonction affine. Et de pente, moins K fois A. D'ailleurs, on peut mettre aussi, et d'ordonnées à l'origine R0. Donc ça, c'est... Alors pour le coup, imaginons que vous avez votre tableau de valeur de R en fonction du temps, la concentration de R en fonction du temps. Vous tracez R en fonction du temps et vous n'obtenez pas une droite. La conclusion, j'arrive, Romain, pour ta question. La conclusion, c'est que ça ne suit pas du tout un ordre zéro. C'est-à-dire que la réaction n'est pas une réaction d'ordre zéro. Alors c'est quoi le zéro en indice? C'est pour éviter de mettre, comprenez le zéro comme... ça. C'est la concentration de R en zéro. T égale à zéro. Donc voilà pour l'ordre zéro. Donc si une réaction est d'ordre zéro, la concentration du réactif qu'on regarde doit suivre une droite affine, décroissante. Donc au cours du temps, la vitesse décroît. La vitesse est constante, d'accord? Si vous regardez, la vitesse de réaction est constante. V égale une constante. Par contre, la concentration, elle est décroissante. C'est pour ça ce qu'on appelle la méthode intégrale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas V, on ne regarde pas la vitesse directement, mais on regarde l'intégrale de V, c'est-à-dire la concentration. Alors, maintenant, on va regarder une réaction d'ordre 1. Donc toujours avec la même réaction, ça bouge pas, je la réécris pas. Donc si ordre 1, la vitesse, alors vaut toujours, ça c'est la définition, 1 sur A dérivé de R par rapport au temps, est égal, alors ça maintenant, c'est ici qu'on va utiliser l'ordre 1, ça va s'écrire sous la forme K fois R, remonter un petit peu, c'est-à-dire revoir la partie d'avant. Tu me dis quand c'est bon. Donc, on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire on a K fois R de T. Donc, quelle est l'équation qu'on va obtenir? On va obtenir dr sur dt, plus, alors le moins va passer de l'autre côté, je vais tout mettre dans la même parenthèse, enfin, égal à 0. Donc, on va obtenir cette équation-là. Cette équation-là, à quelle solution? C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc, vous savez que la solution, alors il n'y a pas de solution particulière, d'accord? Donc, la constante qui va être devant, c'est ce que je vais appeler la concentration initiale, exponentielle de moins AK fois T. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, je vais aussi le remarquer avant. Ici, K aurait quelle dimension ici? Dans ce cas-là, dimension de K ici. Alors, soit vous regardez le calcul de fin, Pardon? V carré sur M. J'ai pas entendu. Tu peux répéter? Non.
V, c'est quoi V? Euh, Non, parce que Tenzin a mis V-1, T-1. Non, pas une longueur, non. Les longueurs, il n'y a aucune raison que la longueur intervienne. Oui, c'est un temps moins 1. Si vous regardez, alors il y a deux façons. Hein. Soit vous regardez votre exponentielle A est une constante, c'est un coefficient stoichiométrique. Donc K fois T doit être sans dimension. T étant un temps, K doit être un temps moins 1. Sinon, si vous regardez, la définition de la vitesse volumique qui est là, c'est la dérivée d'une concentration par rapport au temps. A étant sans dimension. Là, vous avez une concentration. Donc, par analyse dimensionnelle, K doit être l'opposé d'un temps. Donc, c'est moins 1. Alors, pour le coup d'avant, K à quelle dimension ici? Il n'y en a pas. Pourquoi? Ah si, non, c'est une concentration, pardon. Non, pas seulement. Bah, c'est mol par litre par seconde moins 1, enfin les litres en moins 1. Alors, tu répètes? Vas-y, répète. C'est des mols par litre moins 1 par seconde moins 1. Oui, c'est ça. Alors, je vais pas mettre en dimension, mais je vais mettre K en... Donc, ce sont des mols par litre. Ça, c'est parce que c'est une concentration. Et vous divisez par rapport au temps, à cause de la dérive. C'est seconde moins 1. Ça, c'est pour l'ordre 0. L'ordre 1, d'ailleurs, oh, K, 1, seconde moins 1. Donc, on obtient cette chose-là. Alors, en pratique, imaginons expérimentalement, vous avez votre tableau de valeurs de temps, et vous voulez vérifier que c'est un ordre 1. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vérifiez expérimentalement que votre tableau de valeurs suit, enfin, noie une réaction d'ordre 1? Comment vous pourriez faire? On peut tracer le logarithme. Voilà. Alors on pourrait en effet soit tracer R et faire avec une exponentielle, au lieu de faire avec la droite habituelle. Au lieu de faire une régression linéaire, on ferait une régression avec une exponentielle. Pour le coup, des fois les logiciels ils n'aiment pas trop ça, donc on essaye de se ramener une régression linéaire. Donc on utilise pour ça le logarithme. Donc par exemple, expérimentalement, on trace ln de R en fonction du temps. Pourquoi? Car ln de R, si je suis cette courbe-là, c'est ln de R0, ça coupe le produit, et ln de l'exponentielle, ça fait moins AK fois T. Donc là, autant avant, à l'ordre 0, on avait une droite linéaire, fonction affine pour la concentration du réactif. Là, pour le coup, on a une fonction affine pour le logarithme, le logarithme de la concentration. On trace donc cette droite-là, et si on obtient une droite, et si on a une droite, c'est que c'est un ordre 1. Et on peut obtenir d'ailleurs le coefficient directeur, notamment K, et la concentration à T égale à 0. Question Iris? Je te vois en train d'écrire. Faut-il ajouter la concentration standard pour adimensionner le log? Non, parce qu'en fait, d'un point de vue dimensionnel, vous voyez que ce qui va casser la dimension de R, c'est ce log qui est là. D'accord? Donc là, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que si vous voulez faire d'un point de vue dimensionnel, il faudrait faire log de R sur R0 égale moins AK fois T. Alors, donc maintenant, dernier ordre. L'ordre 2. C'est quoi? Petit... Réaction
d'ordre 2. Alors, la réaction d'ordre 2, on suit encore cette même logique, hein, d'accord, avec la même réaction qu'avant, même réaction que dans la partie petit a. On suit la même logique, donc ordre 2. A sera dérivé de R par rapport au temps. Ça, c'est la définition, encore une fois. On utilise de cette forme. Moins A fois K fois R carré au cours du temps. Comment on la résout, celle-là? Comme en méca, avec Voilà, la comme en méca. séparation. Voilà, on fait méthode de séparation des variables. Donc, c'est-à-dire que cette équation différentielle, je peux l'écrire. Donc, je répète comment on fait la méthode de séparation des variables. On coupe la dérivée en deux et j'isole tout ce qui dépend de R d'un côté et tout ce qui dépend de T de l'autre côté. Donc, on l'écrit sous cette forme-là. Alors, maintenant, comment on fait? Ben, on intègre. On intègre entre t égale à 0. Alors, je vais changer mes variables, t' maintenant. Et t. D'accord? Et je vous rappelle que la subtilité de la méthode séparation des variables, c'est qu'il faut faire correspondre déjà d'un point de
C'est pas mol moins 1, litre moins 1? Alors, Mol moins 1 litre, seconde moins 1, non? Mol moins 1 litre, ouais. Seconde moins 1. Enfin, je crois. alors, on va regarder. Donc déjà, vous avez une concentration là, une concentration au carré. Donc d'un point de vue dimensionnel, vous pouvez simplifier de part et d'autre, et ça ferait K fois une concentration est égal à l'inverse d'un temps. Donc vous aurez K qui sera en j'ai quoi de couleur, mol moins 1, litre, seconde moins 1. Voilà. Donc vous voyez, là encore une fois, je vous fais ces points de vue dimensionnels pour vous montrer que la constante de vitesse K dépend de l'ordre de la réaction. Donc voilà, alors vous voyez bien que maintenant, une fois qu'on a fait l'ordre 2, l'ordre 3, 4, 5, il changera rien. Pourquoi? Parce que au lieu d'intégrer 1 sur R carré, vous allez intégrer 1 sur R cube, 1 sur R puissance 3, 1 sur R puissance 4, 1 sur R puissance n, avec n qui est plus grand que 2. Donc vous savez que l'intégrale, elle sera forcément pour n plus grand que 2 en 1 sur R, enfin attention, il y a des facteurs numériques, mais proportionnel à 1 sur R puissance n-1. Donc c'est pour ça ordre 2, ordre 3, ordre 4, c'est pas forcément très compliqué. Alors maintenant, on va rajouter une petite partie, petit d. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a plusieurs réactifs? Comment on fait en pratique, d'après vous? Imaginons alors que l'on prenne, je sais pas, alors on va faire l'exemple avec 2 réactifs. C'est-à-dire que je vais prendre une réaction A1R1 plus A2R2 qui donne BP1 plus ainsi de suite. D'accord? Et imaginons que l'on ait la vitesse, donc qui admet un ordre global, c'est-à-dire qu'il peut donc s'écrire sous la forme R1Q1, R2Q2. Comment, en pratique, expérimentalement, je peux déterminer, par exemple, si je m'intéresse simplement à R1. Comment je peux me ramener au cas d'avant? Faire séparément, oui, alors, qu'est-ce que tu appelles faire séparément? C'est ça le problème. Là, pour le coup, je vais vous poser une question, vous pouvez répondre directement avec votre micro. Hein. Oui, mais expérimentalement, comment tu le fais? Ça, d'abord le premier, puis le deuxième. Parce qu'a priori, quand je mets les 2 réactifs avec leur quantité de matière, les 2 vont varier au cours du temps. Donc, je pourrais pas appliquer ce que j'ai fait juste avant. On peut pas se ramener sur une seule. Comment on peut faire? Une seule espèce. Bah, je passe, genre, on repasse aux quantités de matière pour les deux, puis on fait l'addition et on redivise par le volume. Ah, d'un point de vue. Ah non, c'est plus compliqué. Non. Et là, pour le coup, tu vas mélanger. En fait, le but étant de déterminer séparément ce que vaut Q1 et Q2. Donc, si tu fais ça, tu vas mélanger Q1 et Q2. Ah, faut séparément. On place toujours un des réactifs en réactif limitant. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on fait, c'est que, en pratique, par exemple, si on cherche Q1, d'accord, on introduit R1 et R2 tel que la concentration de R2 est bien plus grande que la concentration de R1. Dans ce cas-là, on pourra considérer
que R2 de t varie très peu. D'accord? Et dans ce cas-là, votre vitesse de réaction, ça pourra s'écrire sous la forme K fois R2 0 puissance Q2 fois R1 Q1. Et c'est le seul paramètre qui va dépendre du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a une constante. D'accord? Vu que R2 maintenant est constante, on appelle ça, on introduit, si vous voulez, une constante de vitesse apparente. Et donc, votre réaction va pouvoir se mettre sous la forme K apparent fois R1 Q1 qui dépend du temps. Et donc, avec cela, on ramène au cas d'avant. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle, on peut juste déplacer, c'est la méthode de dégénérescence. Attendez. Dégénérescence de l'ordre. C'est-à-dire, on introduit en grande quantité par rapport à l'autre un des réactifs. On pourra pas. Alors, le problème de cette méthode-là, c'est qu'on ne pourra pas déterminer K directement. Vous voyez bien que je pourrais déterminer expérimentalement K apparent, mais pour connaître K, il faudrait connaître Q2. Et ça, si on l'a pas, il faudrait faire cette expérience. Et donc, comme disait Siang, il faudrait refaire cette même expérience, mais cette fois-ci, c'est R1 qui va être en très grande quantité devant R2, comme ça on détermine Q2. Connaissant Q1 et Q2, je peux en déduire maintenant K. Donc on se ramène en faisant ça à l'étude d'un unique réactif. Alors, voilà. Donc ça, c'est mathématiquement, c'est ce qui tombe assez souvent au concours. Alors il y a une autre partie, mais alors, je vais juste vérifier mes titres où j'en suis. Action d'ordre 1, d'ordre 0, petit 1. Donc maintenant, petit 2. Une autre méthode. Là, c'est une méthode différente. C'est ce qu'on va appeler la méthode différentielle. Alors celle-là, il n'y a pas énormément de choses à savoir. D'accord, il n'y a pas de calcul mathématique pour la méthode différentielle. Donc par exemple, ce qu'on fait pour une réaction quelconque, avec plusieurs réactifs, d'accord. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Imaginons que on suppose que la vitesse s'écrit sous la forme d'un seul réactif, d'accord. On est encore à l'étude d'un seul réactif. On a cette chose-là. Comment on peut faire en pratique, expérimentalement, pour remonter? Alors, la méthode différentielle, elle est sur la vitesse. D'accord? On étudie plutôt la vitesse plutôt que la concentration. Donc, le but étant toujours, on suppose que, et on veut déterminer Q. Alors, le principe est assez simple. Si vous avez fait de la cinétique, c'est peut-être cette méthode-là que vous avez utilisée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer la concentration en fonction du temps. D'accord. Alors, en général, on le fait pour différentes concentrations initiales. Comme ça, on va avoir plusieurs courbes. Donc, par exemple, au hasard, si au cours du temps, si je prends 4 conditions initiales, imaginons que vous allez avoir, je sais pas, cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là et cette chose-là. Chaque courbe
correspond à une condition initiale différente. Donc on va voir ces courbes-là. Alors, après, une fois qu'on a ces courbes-là, tous ces tableaux de valeurs, on choisit, si vous préférez, un instant de votre réaction. En général, quand c'est possible, on prend l'origine. D'accord? On regarde tout ce qui va se passer au niveau de cette origine. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En regardant à cette origine, on mesure la pente en ce point. Pourquoi la pente en ce point? C'est-à-dire la dérivée de R par rapport au temps à t égale à 0. Alors, à t0 égale à 0. Donc, si j'avais pris un autre t0, il faudrait prendre la dérivée en ce point-là. Donc, par exemple, je vais mettre en pointillé les courbes, les pentes. Hop, donc imaginons. Ce que je mets en pointillé ici, ce sont les tangentes à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va donc avoir, pour ce cas-là, on aura, pour cet exemple-là, on aura 4 valeurs de la vitesse à t égale à 0. D'accord? Si je prends 4 conditions initiales, j'aurai 4 valeurs. Si je prends 5 conditions initiales, j'aurai... Alors maintenant, comment... est-ce que je vais pouvoir passer comme ça? Ouais. Comment je fais pour remonter à ma valeur de Q d'après vous? Donc je rappelle, on a que la vitesse, c'est K fois R puissance Q. Donc, ça marche aussi d'ailleurs à t égale à 0. Et donc, pour le coup, pour y arriver, on trace ln de V0 en fonction de en fonction de la concentration de ln de R. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'on va avoir, c'est ln de K plus Q fois ln de R0. Donc si je trace la courbe, j'ai oublié ln de R0 en fonction de ln de V0. Oula, le stream est parti. Attendez, je le remets. C'est quoi cette application? Hop. Ça cherche, ça cherche. Hop, alors, je ne veux pas passer en écran. Ah. Hop, je me suis remis, ça devrait marcher. On se reconnecte. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Vu qu'on a pris 4 conditions initiales, si ça admet cet ordre, vous allez avoir 4 points qui vont se situer sur une droite approximative, d'accord? D'ailleurs, attendez, je passe pas forcément par 0.
Vous allez donc avoir une droite qui se coupe ici en ln de k et qui est de pente q. Donc comme ça, on peut remonter à l'ordre q et à ln de k. Le problème de cette méthode, elle est en général peu utilisée. En pratique, car elle prend du temps. D'accord, il faut faire l'expérience autant de fois que l'on veut de valeurs de V. En fait. Si vous voulez avoir 10 valeurs de V dans votre tableau, dans votre graphe, ce qui fait que votre courbe elle sera plus précise quand vous allez faire la régression linéaire, il faudra faire 10 fois l'expérience. Alors que pour les coups, pour la méthode intégrale, vous lancez votre expérience une fois, il suffit simplement de remonter au cours du temps à R à différents instants, mais selon la même expérience. Et dernier point, dernière partie, enfin, il restera une partie, mais vu le temps, pour ceux qui ont colle, on va après s'arrêter là. Petit 3, il y a une troisième méthode, la méthode du temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, le but, c'est connaître quand est-ce que votre concentration, alors le temps de demi-réaction, on l'appelle T1,5, est égal à la concentration initiale sur 2. Donc si je connais ce temps-là, vous allez voir que ça permet d'identifier quel est l'ordre de la réaction. Donc par exemple, on va commencer par la réaction d'ordre 0. D'ordre 0, on a montré que R de t, c'est égal à moins AK fois t plus R 0. Donc on cherche T1,5 tel que R T1,5 est égal à R0 sur 2. Donc on doit résoudre moins AK fois T1,5 plus R0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient rapidement? On trouve que T1,5 c'est égal à la concentration de R à instant initial sur 2 à K. Maintenant, si on fait pareil avec l'ordre 1, donc on a que R de t, c'est R0 exponentielle de moins AK fois t, d'accord? Et on veut résoudre quand est-ce que cette concentration R de t est égale à R0 sur... Pourquoi c'est encore coupé là? Attendez. Hop. Et on se connecte sur le stream.
En attendant, je mets le TD. Ok, on dit tout ça. Donc, on veut résoudre cette équation-là. Donc, quand est-ce que ça vaut R0 exponentielle de moins AK T1,5. Vous voyez que les R0 disparaissent. Et si j'isole pour déterminer en prenant le logarithme, notamment, vous allez trouver que T1,5, c'est ln de 2. Ce 2, c'est parce que c'est ln de 1,5 moins ln de 2 sur AK. D'ailleurs, on peut noter que c'est indépendant de la concentration R0. Donc vous voyez déjà dans un premier temps que si vous faites une expérience et vous modifiez R0 et que vous mesurez le temps de demi-réaction, si vous voyez que le temps de demi-réaction semble indépendant de la concentration initiale, c'est que vous avez un ordre 1. Maintenant, dernier cas. Réaction d'ordre 2. Donc, on doit résoudre, là encore. Si vous reprenez l'équation d'avant, enfin l'équation qu'on avait calculée, on doit résoudre 2 sur R0. Ça, c'est la condition pour le temps de demi-réaction. Et on remet tout ce qu'on avait calculé avant. Plus AK T1,5. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que T1,5, maintenant, va s'écrire sous la forme 1 sur AK R0. Donc, d'ailleurs, on peut marquer à côté de chaque formule. Cette chose-là, ça va être proportionnel à R0. Et cette chose-là, ça va être proportionnel. Je décale juste mon écran. Ça va être proportionnel à 1 sur R0. Donc, vous voyez que connaissant... Oula, je sais pas. Voilà. Donc, l'idée du temps de demi-réaction, c'est de voir quelle est sa dépendance par rapport à la concentration R. À l'instant initial. Donc, si vous tracez T1,5 en fonction de la concentration initiale, si vous avez une droite de pente non nulle, c'est que vous avez l'ordre 0. Si vous avez une droite constante, c'est que c'est l'ordre 1. Si vous avez quelque chose qui diminue en fonction de cette concentration initiale, vous avez un ordre supérieur. Après, connaître pour le coup la réaction d'ordre 2 à un ordre 3, ordre 4, ça va un peu modifier la formule. C'est-à-dire au lieu d'ailleurs, ça 2 sur 0, oui, ça a un peu modifié la formule quand même. D'accord, mais vous aurez à peu près la même dépendance. Voilà. Voilà. Hop, je regarde juste. Vu le temps, on n'a pas le temps de faire la dernière partie. Vous allez voir, il me reste juste une partie grand 3 et on a fini le chapitre 1. Ce chapitre est très très court. D'accord. Il faut vraiment s'entraîner sur ça. C'est pas très compliqué. La cinétique de tombe de temps en temps. Je répondrai après à ta question, Siang. Donc voilà. Entraînez-vous. Donc je vous ai mis le TD. Je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, on se revoit vendredi. Hop. De toute façon, là, je vais laisser les autres partir en call. Mais je reste pour répondre aux questions. Donc on se revoit vendredi. D'ici vendredi, donc vous me faites du TD cinétique. Vous me faites
Alors, vous me faites. Vous me faites exercice 1, 2, 3, 4 et 6. 1, 2, 3, 4 et 6. Et pour de la semaine prochaine, vous me faites en DM exercice 5 et exercice 7. Donc je répète, pour vendredi, on corrigera vendredi les exos 1, 2, 3, 4 et 6. Et pour lundi en DM, que vous mettrez sur la Dropbox, exercice 5 et exercice 7. L'exercice 7, c'est une activité documentée. Voilà. Pour le coup, vendredi, exo 1, 2, 3, 4, 6 et DM, exercice 5 et 7. Merci Alexandre. On peut les faire sur la partie 3, les 5 et 7. Oui, normalement. Non, la partie grand 3, il y a quasiment aucun calcul. Ah non, pardon, c'est la partie 6 que vous pouvez pas faire. Non, enlevez l'exercice 6 pour vendredi. En fait, il y a que l'exercice 6 que vous pouvez pas faire. Donc, enlevez l'exercice 6 pour vendredi. Vous pouvez pas le faire sur la partie grand 3. En gros, dès que vous allez avoir la loi d'Arrhenius, vous pouvez pas la faire. Voilà. Donc, vous pouvez aller en call. Moi, je reste là un petit peu si vous avez des questions ou autres. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à la fin de journée pour me mettre sur votre